Bonjour à tous. Et avant de commencer, si je regarde bien, oui, je pense que je vais avoir besoin de renfort. Jean-Philippe, Michel, Louis-Nicolas, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, on est là, toujours prêt. Oui, c'est Michel, tu peux compter sur nous. All right. Messieurs, premier point, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient bénéficier d'une accélération. Ça va juste pas assez vite. Ben oui, j'ai remarqué, la façon de gérer les projets n'est pas à jour et les attentes sont pas au bon niveau. Ouais, même chose de mon côté, ça manque vraiment de dynamisme. Ça manque de rythme. Le potentiel des nouvelles plateformes est vraiment sous-utilisé. Oui, les façons de penser sont vraiment statiques. Il faut changer les mentalités, changer de vitesse. Il faut qu'on accélère. Écoutez, je vous entends et j'ai vraiment l'impression qu'on est tous arrivés au même diagnostic. Je vous propose quelque chose. On va aller se retrouver sur les internets. On va se retrousser les manches parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon. Tantôt. All right, on y va. OK, à tantôt. All right, à tantôt. Bonjour et bienvenue à cette conférence sur l'accélération numérique. Qui dit transformation numérique dit des entreprises qui se numérisent, qui adoptent de nouveaux systèmes, de nouvelles plateformes, de nouvelles façons de faire. Le challenge, le défi, ce qu'on voit, c'est que le marché évolue tellement rapidement que très souvent les entreprises se numérisent trop lentement ou de la mauvaise façon. La solution à ça, c'est l'accélération numérique. Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire quels sont les trois principaux piliers de l'accélération numérique? Les trois principaux piliers de l'accélération numérique, David, sont la vitesse, l'amélioration continue, puis la participation. Quand on parle de vitesse, les projets TI doivent livrer de la valeur pour les organisations. Après 2 mois, il n'y a plus une entreprise maintenant qui peut attendre 2 ans avant qu'un projet TI leur livre la valeur. Le deuxième point, c'est l'accélération continue. On doit même commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut changer dans notre entreprise, dans nos systèmes, à toutes les semaines, à tous les mois. Fait que là, on commence vraiment à accélérer. On est loin des projets TI statiques. On est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Troisième point, c'est la participation. Les employés doivent faire partie prenante des processus d'amélioration continue au sein des entreprises parce qu'ultimement, c'est eux qui utilisent la plateforme à tous les jours. Parlons de vitesse et j'ai avec moi Michel Kassam, président de Solgit pour ce sujet. Et Michel, on voit encore ça trop souvent dans le marché, des projets TI gérés comme il y a 20 ans, où ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'être déployé, avant d'apporter des bénéfices aux entreprises. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Si on prend l'exemple de 2 ans, vous avez passé 6 mois à faire vos requis, 1 an à implémenter, 6 mois à tester et déployer. Dans 2 ans, vous allez être 2 ans en retard sur le marché, 2 ans en retard sur vos requis. Oui, et c'est sûr que 2 ans de retard, c'est une éventualité qu'on veut éviter à tout prix. Et pour vivre une alternative, pour vivre un paradigme différent, de quoi on a besoin pour faire mieux? Vous avez besoin de 2 choses essentiellement, une plateforme et une mentalité différente. Les plateformes d'aujourd'hui sont flexibles, ils peuvent scaler, ils peuvent grandir avec votre entreprise. Votre mentalité, il faut qu'elle change pour pouvoir aller plus vite, accélérer vos livrables de transformation numérique. Vous allez 1 mois à la fois. Qu'est-ce que je peux livrer en 1 mois qui va avoir un impact concret sur l'entreprise? Ça peut être un impact sur l'expérience client, un impact sur la productivité, etc. Très bien dit. Et si ça te va, on aurait un exemple concret à partager. On a avec nous Claude Moureau de Desjardins. Claude est quelqu'un qui a vécu des projets en mode TI traditionnel ainsi que des projets en mode accélération numérique. Donc Claude, dis-nous dans tes propres mots, quelle est la différence entre les deux modèles? Ben, effectivement, les deux projets, les deux types d'approches sont pas mal aux antipodes. Un projet d'accélération numérique, essentiellement, vous permet d'arriver à votre destination de façon beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, toujours avec un focus sur le besoin d'affaires qui peut changer en cours de projet. Donc, on vient tester, on apprend des choses, on améliore. Et avec ces apprentissages-là, les gains sont énormes parce qu'il y a beaucoup de composantes qu'on peut réutiliser de façon intelligente dans le développement subséquent. Alors que dans l'approche classique linéaire du TI, bien, il faut tout documenter en amont, très peu de marge d'erreur, très peu de marge pour de la créativité et de l'évolution. Donc, vraiment, c'est aux antipodes aujourd'hui, je dirais, comme façon de penser dans le TI.
Oui, et j'aimerais en fait rebondir sur quelque chose que tu as mentionné. Tu as parlé d'essais-erreurs, tu as parlé de faire beaucoup de tests, beaucoup d'itérations. Souvent, c'est des concepts qui sont mentionnés quand on parle des startups, mais moins pour les grandes organisations. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu as vécu et tu as pratiqué ces choses-là et tu en as eu des bénéfices importants même dans une grande organisation. Exactement, c'est fondamental. La notion de pouvoir tester de façon itérative, d'apprendre et de livrer par bout permet vraiment de sculpter tes objectifs vers les besoins du client en bout de ligne, vers les besoins des utilisateurs. Donc, pas nécessairement une solution qui est conçue en fonction de ce que je pense qu'elle doit être, mais en fonction de résultats de test, en fonction de résultats de feedback de ce que l'utilisateur et le client veut. Encore un excellent point. Évidemment, tu as testé pour tes clients, mais j'imagine que tu as aussi testé et pris le feedback de tes employés. Ben, effectivement, quand on utilise une solution en automatisation de force de vente, les utilisateurs primaires sont effectivement les employés. Donc, oui, on les implique très tôt dans le processus, dans la phase de design, et on les garde impliqués dans cette phase de test tout au long du processus. Comme ça, les besoins à ce moment-là sont mieux répondus, mieux adressés, et la créativité fait en sorte à ce que c'est les précisions et l'innovation fait surface, on est capable d'adresser ça très rapidement pour livrer une solution qui est complète. Vu que tu as vécu les deux types de projets, est-ce que tu peux me donner un exemple un peu plus concret en termes de temps de livraison comparable entre les deux approches? Ben, écoute, il y a quelques projets qui me viennent en tête, mais un récent où on avait initié le projet là, dans une approche un peu plus classique, waterfall, et 3 mois après, essentiellement, on attendait toujours des livraisons. On était pris dans une documentation qui était figée, et on s'est rétracté pour adopter une approche beaucoup plus agile avec un consultant externe et effectivement, en quelques semaines, on avait déjà des livraisons, on avait un progrès, on pouvait tester de façon itérative avec notre communauté interne, nos utilisateurs et notre communauté externe d'utilisateurs en même temps, à raffiner tout ça. Et en moins de 3 mois, on avait livré la solution. Et à partir de cette solution-là, on a pu identifier des zones sur lesquelles on a pu construire et réutiliser pour nous permettre de développer une deuxième communauté en 2 semaines. Extrêmement efficace. Donc, vraiment, une façon de penser qui permet de capitaliser sur des petits sprints, de l'innovation qui est rapide, qui stimule la créativité et qui permet, du point de vue affaires, d'arriver à leur but beaucoup plus rapidement. Si tu pouvais parler à tous les chefs d'entreprise du Québec qui commencent ou continuent leur transformation numérique, à quel niveau est-ce qu'ils devraient placer leurs attentes, considérant qu'il y a des façons différentes de travailler qui donnent des résultats très différents? Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend vraiment du type de projet et aussi de la volonté de l'entreprise de s'engager dans un virage technologique. Parce que tout ça doit être supporté par une volonté. Moi, j'ai vu des choses récemment chez nous qui se sont implantées à une vitesse incroyable avec les événements qu'on a connus liés à la COVID. Et tout ça a été motivé d'une part par une volonté, mais aussi d'autre part par l'utilisation justement d'une approche en mode agile, supportée par des plateformes de collaboration à la Jira et autres, et ce qui nous permet de vraiment venir unir le lien entre la composante affaires et la composante technologique pour travailler main dans la main, pour faire avancer vers une destination commune à haute vélocité et avec une livraison qui donne un impact à très court terme. Merci beaucoup, Claude, et à bientôt. Michel, avant de se quitter, est-ce qu'il y a un élément que Claude a mentionné sur lequel tu aimerais réagir? J'ai bien aimé quand Claude a mentionné que l'agilité fonctionne autant pour les startups que pour les grandes entreprises. Un exemple personnel, j'ai acheté un Google Home. Il ne pouvait pas faire d'appel, ni naviguer sur le web, ni écouter Netflix. Google n'a pas attendu 2 ans pour me le vendre. Ils me l'ont vendu, puis ils l'ont amélioré au courant de l'année. Vous pouvez faire la même chose pour vos systèmes de gestion à l'interne. Merci, Michel. On va maintenant passer au prochain sujet. Merci, David.
Parlons maintenant d'amélioration continue et pour ce sujet, j'ai avec moi Louis-Nicolas Hamer, qui est vice-président exécutif chez Solgit. Louis-Nicolas, un autre phénomène qu'on voit encore trop souvent dans le marché, des entreprises qui mettent en place un nouveau système, une nouvelle plateforme et ils gardent le même setup, ils ne touchent plus. Il n'y a rien qui change pendant 2 ans, 5 ans, 7 ans, jusqu'à ce qu'ils changent pour un nouveau système. Donc, qu'est-ce qui cloche avec cette approche-là? Oui, effectivement, c'est vraiment la vieille façon de procéder d'il y a 20 ans en technologie de l'information. On essayait de tout régler les problèmes de la société en un seul gros morceau. C'est beaucoup trop compliqué de le faire de cette façon-là. La meilleure façon, c'est vraiment d'y aller par petits morceaux itératifs. Et quand tu dis petits morceaux itératifs, donc jusqu'où on peut aller, c'est quoi le niveau de granularité qu'on devrait cibler pour s'accélérer au maximum? Bien, c'est vraiment simple. L'idée, c'est vraiment de chercher à s'améliorer de façon continue. Donc, on le fait à chaque semaine ou même, pourquoi pas, à chaque jour. Le fondateur d'Amazon l'a simplifié avec une seule phrase, « It's always day one ». Donc, c'est l'idée de tout le temps améliorer l'expérience client à chaque jour. Et puis, pour ce faire, bien, c'est très simple. Il faut identifier les tâches à faible valeur ajoutée que nos équipes font trop régulièrement. Donc, par exemple, des tâches qui pourraient prendre une semaine, on les automatise pour qu'ils prennent seulement une journée, ou d'autres tâches qui prennent une journée, on les automatise à 1 heure, ou 1 heure à 1 seconde. Ce qui arrive, mais là, on vient de créer des gains en efficacité énormes en quelques journées ou quelques semaines. Puis là, bien, ça crée 2 choses. 1, ça crée un momentum inouï dans l'entreprise. Et 2, on vient de chercher une accélération numérique et une accélération de son retour sur investissement dans nos projets. Très bien dit. Et si tu veux, on peut aller voir un exemple concret parce qu'on a avec nous Christine Chartrand, qui est présidente de Rafale Sélection Contact. Qui vient d'ailleurs d'être nommée entreprise de service de l'année à Laval. Donc, Christine, tout d'abord, peux-tu nous dire qu'est-ce que Rafale fait au quotidien? Oui, bonjour David. En fait, Rafale est une firme spécialisée en marketing, plus précisément en prospection stratégique corporatif. Donc, on met en relation des décideurs avec les plus belles organisations québécoises dans le but d'augmenter les ventes de nos clients corporatifs. Ce que j'ai vu avec Rafale, c'est qu'il y avait vraiment des améliorations régulières, très, très fréquentes de fait sur votre CRM et vos systèmes. Est-ce que ça, c'était une stratégie calculée ou c'est quelque chose qui est arrivé naturellement? Dis-nous comment ça a commencé. Je dirais plutôt naturellement. On vivait dans le contexte de grande pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qu'on voulait finalement, c'est d'utiliser nos ressources disponibles à leur plein potentiel. Donc, tout ce qui pouvait être automatisé, on voulait le faire. Donc, pour éviter les tâches à valeur non ajoutée, on faisait beaucoup de rapports manuels. Donc, pour nos clients qu'on devait envoyer mensuellement. Donc, ce qui faisait que nos gens devaient à l'interne prendre beaucoup de temps pour effectuer ces rapports-là manuels. Donc, ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est que dès que le rapport est envoyé, il était déjà désuet. Donc, c'est là qu'on a voulu mettre en place un rapport, des rapports qui sont automatisés. Donc, on a créé un portail à l'interne, donc qui donnait une visibilité à nos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toujours à jour. Vous, quand on parle de portail, de projet TI, souvent, c'est des projets qui peuvent prendre 1 an, 2 ans. Dans un contexte d'accélération numérique et avec la bonne plateforme, combien de temps est-ce que ça vous a pris faire votre portail et vos rapports? Je vous dirais, si on calcule le temps d'aller chercher vraiment les requis auprès de nos clients, faire les premières esquisses avec notre partenaire, avec Solgit, et la mise en ligne, je vous dirais qu'au total, à l'intérieur de 8 semaines, ça a été fait. Et par la suite, ce qui a été vraiment le plus gros gain chez nous, c'est qu'on a été en mesure de devenir rapidement autonome. Donc, on est en mesure de faire des copies de ces portails-là. Donc, on peut personnaliser pour chacun de nos clients. Et maintenant, en début de campagne, bien, on passe 2 heures à personnaliser le portail du client. Et par la suite, tout au long de la campagne, il y a accès à ces informations. Donc, il n'y a plus de rapport mensuel et de temps que nos gens doivent passer pour envoyer, créer les rapports plusieurs fois à l'intérieur d'une même campagne. Et si on prend votre parcours d'accélération numérique dans son ensemble, avec toutes les améliorations que vous faites, quels sont les principaux bénéfices que vous avez eus pour vos clients et pour vos employés? Définitivement, à l'interne, chez nous, l'augmentation de la productivité marquée concrètement, chez nous, ça se traduit par l'augmentation du taux de conversion. Donc, on parle d'environ 45% d'augmentation chez nous. Pour nos clients, ce que ça veut dire, c'est l'augmentation du rendement de leur campagne marketing avec nous, raccourcir le cycle de vente également. Puis je rajouterais aussi l'élément du
du meilleur lien maintenant, donc entre partenaires, parce qu'on a une visibilité en temps réel. Donc, voilà. Je te pose une dernière question. Disons que tu discutes avec un dirigeant d'entreprise qui fait sa transformation numérique et qui pense que son projet de TI va être long et compliqué. Qu'est-ce que tu dirais à ce décideur? Je dirais de prendre le projet dans son entièreté et de le découper en paliers, puis de prendre une petite bouchée à la fois, puis de s'assurer à chaque étape qu'il y a vraiment un gain pour être sûr de réaligner par la suite aux besoins. Merci beaucoup, Christine, et à bientôt. Louis-Nicolas, on vient de voir l'exemple concret de Rafale. Est-ce que tu aurais un autre exemple à nous donner d'amélioration qu'on ferait en une semaine? Oui, l'exemple qui me vient en tête, c'est vraiment les signatures électroniques. Pour moi, c'est inconcevable qu'encore aujourd'hui, on envoie des contrats ou des ententes de confidentialité par fax ou par courriel. Il faut imprimer le contrat, il faut le signer, il faut le scanner, il faut le renvoyer. C'est vraiment une expérience client qui est vraiment trop compliquée, alors qu'on peut tout simplifier ça puis automatiser avec les solutions de signature électronique. Très bon exemple. D'ailleurs, moi, chaque fois que j'entends parler de fax, j'ai des cauchemars. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple, cette fois-ci, de quelque chose d'un peu plus gros qu'on implémenterait en un mois? Oui, bien, comme dirigeant d'entreprise, régulièrement, on est amené à faire des tableaux d'indicateurs de performance, des tableaux de bord, des rapports. Puis c'est assez ardu de faire ça en Excel. Puis on sait que ça nous donne seulement une photo ponctuelle du statut de notre entreprise, alors qu'en moins d'un mois, on est capable de monter tous nos indicateurs de performance puis avoir accès à ces données en temps réel. Effectivement, un gros gain de temps pour des gens qui vont faire beaucoup de rapports et qui veulent des données qui sont à jour. On va maintenant passer au prochain sujet. Merci beaucoup, Louis-Nicolas. Parlons maintenant de participation. Quand on pense à l'accélération numérique, on pense tout de suite au changement de façon de faire, un changement de culture, un impact sur les gens qui travaillent dans les organisations. Est-ce que tu pourrais justement nous parler d'un impact de l'accélération numérique sur les êtres humains? Oui, et s'il y a un endroit où il faut prendre son temps, où il faut ralentir en accélération numérique, c'est quand on va toucher à l'humain. Donc, d'abord, les organisations ont chacune une culture. Ça peut être même des cultures de département ou d'équipe. Et les êtres humains vont réagir comme des êtres humains. Donc, lorsqu'un nouveau système, une nouvelle plateforme, les gens vont réagir comme dans n'importe quelle autre situation. Lorsqu'un nouveau produit qui sort, un nouveau iPhone, il y a des gens qui vont se garocher au magasin pour l'acheter, des early adopters, et il y a des gens qui vont attendre que tous leurs amis, leur famille aient acheté avant de se lancer. Mais c'est la même chose dans une organisation lorsqu'on implémente des nouveaux outils. Et les early adopters et les late adopters, il n'y a pas un comportement qui est meilleur que l'autre. C'est des réactions humaines qui sont normales. L'important, c'est surtout de travailler avec les gens pour les accompagner à leur rythme, les rendre à l'aise et diminuer les peurs, les craintes, des sentiments comme le cynisme ou l'indifférence qui sont normales. Donc, on les rend à l'aise, on les traite comme des êtres humains et ça va les aider à adopter la machine. Puis pour parler plus précisément de l'impact de l'accélération numérique et des projets numériques sur les êtres humains, je pense que tu as une invitée pour nous. Oui, on a Marie-France Bilodeau de Leucan, organisme de charité que tout le monde connaît, qui est avec nous. Donc, Marie-France, est-ce que tu peux d'abord nous dire comment les gens se sentaient dans ton organisation avant l'arrivée de la plateforme? Je te dirais, David, il y avait beaucoup d'engouement. C'était vraiment une plateforme qui était attendue là, depuis très longtemps. Donc, on sentait l'excitation là, vraiment partout au sein de l'organisation. Et comment est-ce que les gens se sentaient la première fois qu'ils ont mis les mains dans la plateforme? Oui, autant l'engouement qui existait à partir du moment où est-ce qu'ils ont fait la rencontre avec la nouvelle plateforme et avec tous les nouveaux termes. Vraiment, là, il y a eu un « Oh! » OK, attends une petite minute, là, c'est gros, ils ont beaucoup de. Donc, ils ont un petit peu descendu du nuage, puis ont fait OK, c'est quelque chose là, à apprendre. OK, donc ils sont descendus du nuage pour une plateforme cloud. Maintenant, quels ont été les trucs utilisés pour les détendre, pour qu'ils se sentent à l'aise avec la nouveauté? Oui, il y a plusieurs trucs là, qu'on a mis en place, dont, premièrement, là, on trouvait important que tant qu'à faire la formation, c'était de rendre les outils agréables, donc un peu ludiques. Donc, on s'est amusé à mettre un petit peu là, de couleurs dans nos modèles de formation. On a fait aussi une session de travail, donc un petit peu hors du travail, qui était plus en formule 5 à 7. Donc, le but de ça était de
de mettre un petit peu le stress de côté. Donc, vraiment, les gens ont embarqué, ont apprécié. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment changé la dynamique dans le groupe. Ça a donné une grosse pression comme quoi que, OK, on est capable de faire cet apprentissage-là tout en s'amusant. Donc, le fait d'avoir changé un peu la formule, de les mettre dans un autre environnement, ils ont vu que, OK, c'est pas si compliqué que ça, on va le faire avec du plaisir. Puis, ça a été vraiment une très bonne chose qu'on a faite dans le déroulement là, de cette stratégie. On peut effectivement rendre ça plus ludique, plus le fun, plus humain. Et vous avez aussi mis en place une dynamique de formation très, très rythmée, en quelque sorte une accélération de la formation. Est-ce que tu peux me parler de ça? Oui, donc c'était vraiment une fréquence de 2 heures par semaine. Donc, c'était toujours la même journée à toutes les semaines pendant X nombre de temps. Donc, c'était déjà booké dans leur agenda. Donc, avec la formation, ça leur donnait ensuite de ça du temps pour pouvoir se pratiquer, aller pratiquer la formation qu'on avait vue. Et comme tu disais, on a aussi implanté un chat avec lequel c'était vraiment le groupe de formation qui faisait partie de ce chat-là. Donc, quand quelqu'un avait des questions, souvent il disait OK, Marie, essaie de ne pas répondre, on va essayer de répondre avant que toi tu répondes. Donc, ça a vraiment créé une dynamique. Donc, quand les gens en avaient besoin, tous les gens qui étaient présents pouvaient embarquer. Donc, c'est vraiment un esprit d'équipe qu'on a pu former là, avec ce. Donc, une compétition pour encourager les gens à s'entraider plus rapidement, c'est vraiment une excellente idée. Maintenant, je te pose une dernière question. Disons que tu parles à un dirigeant d'entreprise ou d'un OSBL au BNL qui est en transformation numérique. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne sur l'aspect humain puis l'accompagnement qui est nécessaire? Oui, bien, l'humain, c'est dans n'importe quoi. Ils ont des bonnes journées, des mauvaises journées. Donc, c'est de prendre ça aussi en considération. Quand on arrive dans des formations de 2 heures, c'est beaucoup de théorie, c'est beaucoup de... donc, c'est vraiment important d'être naturel nous-mêmes, de s'amuser. C'est vraiment, je vous dirais, c'est vraiment avec l'humour qu'on a fait ces formations-là. Et c'est ça qui a fait que tout le stress de cette implantation-là a beaucoup diminué et les gens se sont sentis beaucoup plus humains en famille. Ils pouvaient sortir du cadre trop académique, mais en faisant un apprentissage là, quand même assez poussé. Merci beaucoup, Marie-France, et à bientôt. Merci beaucoup. On vient d'entendre parler de l'impact de la culture sur l'accélération numérique. Mais est-ce qu'il y a un impact de l'accélération numérique sur la culture? Oui, une bonne analogie, ce serait de prendre les technologies qu'on utilise nous comme individus. Donc, mon téléphone s'améliore continuellement. Et puisque mon téléphone s'améliore continuellement et j'ai d'autres expériences aussi qui s'améliorent à ce rythme-là, je finis par avoir des attentes à ce que tout mon environnement s'améliore au même rythme. Donc, si on applique ça en entreprise et que moi, comme employé, les outils que j'utilise au quotidien s'améliorent continuellement, je vais avoir les attentes à ce que ça continue. Donc, je vais alimenter ce rythme-là. Donc, ça crée en quelque sorte un effet boule de neige. Pour récapituler, Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire quels sont les 3 piliers de l'accélération numérique? La vitesse, l'amélioration continue, la participation. Et à quel rythme, à quelle fréquence on devrait viser s'améliorer? À tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Alors, merci beaucoup à toi. Et à tous nos invités, si vous voulez poursuivre la discussion sous forme de Q&A, vous pouvez vous rendre à notre kiosque Solgit ou aller sur notre site web au solgit.com.